Le 8 mars 1912, 800 000 Bulgares, Serbes, Monténégrins et Grecs prennent les armes pour libérer leurs frères du joug ottoman. Les troupes de la Ligue balkanique s'apprêtent à mettre fin à des siècles d'occupation turque dans les Balkans. Affaibli, le vieil empire se prépare à lancer toutes ses forces dans la bataille pour garder sa suprématie sur la péninsule. L'Europe entière observe et retient son souffle, alors que la guerre revient sur le vieux continent après presque 40 ans de paix. La poudrière des Balkans vient d'exploser. On part sur une série de 2 vidéos concernant les Balkans avant et pendant la Première Guerre mondiale. Si pour nous la Grande Guerre c'est 14-18, pas sûr qu'un Serbe, un Grec ou un Ottoman ait la même temporalité parce que dans la région c'est le 3e conflit de grande ampleur en à peu près 2 ans. Ici on va parler des 2 premières guerres balkaniques de 1912 et 1913 qui sont à la fois un bouleversement total pour la région et une sorte de répétition générale pour la Grande Guerre. Quand la Ligue balkanique prépare son offensive de 1912, rien n'est laissé au hasard. Les armées alliées ont observé pendant des mois les garnisons ottomanes, cartographié les fortifications et collecté des renseignements depuis leur réseau sur le terrain. Chaque mouvement est scruté avant même le déclenchement des hostilités. Plus d'un siècle plus tard, on ne parle plus de ligne de front mais de pare-feu et de géorestrictions. Et si vous pouviez vous aussi vous téléporter discrètement derrière les lignes ennemies. Ça m'amène au sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. C'est une unité de contre-espionnage dans votre poche. Votre adresse IP est masquée, votre connexion chiffrée et vos mouvements invisibles. Ce logiciel crypte vos données, vous rend invisible aux yeux d'acteurs malveillants et vous permet de changer de pays en un clic pour accéder au contenu bloqué comme si vous étiez sur place. Ainsi, vous pouvez accéder à des films comme Das Boot en Allemagne, Passchendaele au Canada ou encore They Shall Not Grow Old en Suisse. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est le fournisseur de VPN le plus recommandé sur le marché avec une note excellente sur Trustpilot. Ses plus de 11 000 serveurs dans 100 pays sont l'arrière-base parfaite pour tous vos déplacements numériques et vos missions secrètes de streaming, de navigation ou de téléchargement sécurisé, même sur les réseaux de Wi-Fi public lorsque vous êtes à la bibliothèque et essayez de consulter des documentaires à l'étranger. L'application est disponible sur tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps pour vous, ce qui vous permet de rester anonyme 24 heures sur 24 et de partager votre abonnement avec vos amis ou avec votre famille. Via le lien dans la description, vous bénéficiez d'une réduction de 83% et vous obtenez également 4 mois gratuits. Avec une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24/7, vous pouvez l'essayer et poursuivre si vous en êtes satisfait. Alors protégez vos données avec leur offre 4 mois gratuits et 45 jours satisfaits ou remboursés. Retrouvez le lien dans la description et maintenant retour à la vidéo. Depuis le milieu du XVe siècle et la prise de Constantinople par le sultan Mehmed II, les Balkans sont fermement aux mains des Ottomans. Durant les siècles qui suivent, la puissance de l'Empire atteint son zénith. Les diverses populations de la péninsule coexistent de manière relativement paisible et pacifique sous le pouvoir du sultan. Pour régir les différents peuples chrétiens qui y vivent, le sultanat met en place une administration souple et pragmatique. Le système du millet, par exemple, garantit une autonomie religieuse aux chrétiens orthodoxes. Ceux-ci dépendent du patriarche de Constantinople. Ils ont leurs propres tribunaux et système fiscal. En versant un impôt spécifique, les non-musulmans, ou dhimmis, peuvent pratiquer leur religion. Les chrétiens sont donc tolérés, mais surtaxés. Au début du 19e, l'Empire est en perte de vitesse. Son outil militaire est dépassé, son administration de plus en plus corrompue est inefficace et source de mécontentement dans les populations locales. Comme partout en Europe, les idées des Lumières et les sentiments nationalistes se répandent dans les Balkans. C'est notamment le cas dans la diaspora grecque et les commerçants qui ramènent ces idées au pays. Le 25 mars 1821, le métropolite de Patras appelle à l'insurrection contre les Turcs. La guerre d'indépendance grecque passionne l'Europe, attire des intellectuels comme le poète Lord Byron ou le colonel Favier. Les grandes puissances européennes interviennent ponctuellement dans le conflit, comme à la bataille de Navarin où une flotte anglo-franco-russe détruit la marine ottomane.
En 1828, le tsar Alexandre Ier déclare la guerre à Constantinople et l'année suivante, le sultan doit reconnaître l'autonomie grecque lors du traité d'Andrinople. Et oui, je vais dire Constantinople pendant tout l'épisode et pas Istanbul qui désigne alors un quartier de la ville. À ce moment-là, la capitale ottomane s'appelle bel et bien Constantinople ou Constantiniye en turc, mais je vais rester à Constantinople. La jeune Grèce naît avec la conscience qu'une grande partie des populations grecques vivent hors de l'État et que la nation a le devoir de les libérer. C'est la naissance de la Mégalie Idea, la grande idée, l'un des premiers mouvements irrédentistes européens. En 1859, les principautés de Valachie et de Moldavie, tributaires des Ottomans, s'unissent pour former la Roumanie avec le soutien de Napoléon III. L'indépendance roumaine est reconnue à la suite de la guerre russo-turque de 1878. Le tsar, protecteur des peuples slaves et des chrétiens vivant dans l'Empire ottoman, attaque à nouveau la Sublime Porte et la défait décisivement dans les Balkans. L'Angleterre vole au secours de l'Empire ottoman en déployant sa flotte dans la mer Noire. Londres veut en effet garantir l'équilibre des forces dans la région et y limiter la puissance de la Russie. En plus de la Roumanie, la Serbie et le Monténégro s'émancipent totalement de l'Empire ottoman et lors du traité de San Stefano, le sultan doit reconnaître la domination russe dans les Balkans. Il doit aussi accepter la création d'une principauté bulgare allant de la mer Noire à la mer Égée et incluant la Macédoine. Inquiète de voir la Russie acquérir trop d'influence dans la région, la Grande-Bretagne et l'Autriche-Hongrie interviennent pour obtenir une révision du traité lors du congrès de Berlin. La Bulgarie est ramenée à un statut de principauté vassale de l'Empire ottoman, à qui elle retourne la Macédoine et la Thrace. Le Congrès confie également l'occupation militaire et l'administration de la Bosnie-Herzégovine à l'Autriche-Hongrie, au nom du sultan. Dans les régions balkaniques, qui demeurent sous contrôle ottoman, les tensions sont fortes. Des mouvements indépendantistes, comme l'Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne, mènent des actions terroristes contre les autorités locales. Le 23 juillet 1908, un groupe d'officiers, les jeunes Turcs, dépose le sultan Abdülhamid II. Ils installent Mehmed V sur le trône, plus malléable, avec pour objectif de revitaliser et moderniser l'empire autour du nationalisme turc. Vienne profite des troubles pour annexer la Bosnie sans que Constantinople ne puisse réagir. Le prince bulgare Ferdinand Ier saute également sur l'occasion. Il déclare l'indépendance de son pays et prend le titre de tsar. La jeune Bulgarie se militarise fortement, met en place un service militaire de 20 mois, achète des canons Krupp et envoie ses officiers étudier en Russie et en Allemagne. En 1912, l'Empire ottoman subit une nouvelle défaite, cette fois-ci infligée par le Royaume d'Italie, à qui elle doit céder la Libye. Le sultanat montre un nouveau signe de faiblesse et semble se décomposer. En mars de cette année, la Serbie et la Bulgarie signent une alliance défensive secrète. Les deux nations s'accordent pour chasser les Ottomans des Balkans et sur un partage des territoires libérés. La Serbie annexera la Macédoine au nord de Skopje, le Sandjak et le Kosovo. La Bulgarie prendra le centre de la Macédoine, la Thrace et la côte de la mer Égée, incluant le port stratégique de Salonique. Les deux pays sont rejoints en mai par la Grèce et le Monténégro, dans ce qui devient la Ligue balkanique, un réseau d'alliances pour chasser les Ottomans de la péninsule. Chacune de ces nations a des visées expansionnistes sur des territoires considérés comme légitimement leurs depuis le Moyen-Âge. La Serbie, la Grèce et la Bulgarie convoitent la Macédoine. Les Monténégrins, les Albanais et les Serbes veulent le Kosovo. La Bulgarie et la Grèce revendiquent tous deux la Thrace, le port de Salonique et la précieuse Constantinople. Oui, le tsar Ferdinand Ier, qui est un personnage assez haut en couleur, a même fait forger une croix orthodoxe pour aller la planter sur Sainte-Sophie. Ça n'empêche pas du tout des tensions fortes, par exemple entre la Serbie et la Bulgarie, qui se sont menées la guerre à peine 15 ans auparavant. Comme il n'y a pas eu d'accord formel sur un partage de la région, chacun se prépare donc à des actions rapides et offensives, afin d'être les premiers à planter leur drapeau sur les territoires convoités. Le 8 octobre 1912, le Monténégro déclare la guerre à l'Empire ottoman, suivi dans les jours suivants par l'ensemble des membres de la Ligue. A priori, les Ottomans ont l'avantage. L'Empire totalise une population de 24 millions d'habitants, contre 10 millions pour l'ensemble des membres de la Ligue.
Ils disposent d'une armée régulière et moderne de 600 000 hommes, forte d'une expérience très récente de la guerre moderne contre l'Italie. Celle-ci a été réorganisée sur le modèle prussien, ses officiers formés par ceux du Kaiser, et les troupes rééquipées avec des armes allemandes. Mais la moitié des hommes sont occupés en Libye. Les réservistes sont mal équipés, mal entraînés et mal commandés. Aussi, elle ne peut compter que sur 315 000 hommes de moindre qualité dans les Balkans. De plus, la marine du sultan n'est pas suffisamment puissante pour assurer le contrôle de la mer Égée. La Ligue balkanique totalise 825 000 hommes dans des armées de qualités diverses. Les Bulgares déploient 350 000 soldats. Ils ont une excellente armée encadrée par un corps d'officiers formé en Allemagne et en Russie, dotée d'une bonne cavalerie et surtout dispose à elle seule de 1200 canons modernes, soit autant que l'Empire ottoman en Europe, mais de bien meilleure qualité et avec des artilleurs mieux formés. Il y a ensuite 230 000 Serbes bien organisés et formés avec l'aide de missions militaires françaises et russes. Ils sont commandés par le général et ministre de la guerre Radomir Putnik, qui a réformé l'outil militaire en 1903 et planifié méticuleusement son plan d'opération. On a ensuite 200 000 Grecs, bien commandés par des officiers compétents tels que Ioannis Metaxas, et surtout dotés d'une marine qui assure le contrôle de la mer Égée. 45 000 Monténégrins complètent les troupes balkaniques. Le moral des soldats de la Ligue est très supérieur à celui des troupes ottomanes. Les Bulgares, Serbes, Grecs et Monténégrins ont été abreuvés de rhétorique nationaliste. Ils sont extrêmement motivés par la cause nationale et la libération de leurs compatriotes encore sous domination turque. Les troupes ottomanes ont bien entendu le sens du devoir et veulent défendre leurs compatriotes. Mais leur motivation est souvent minée par un encadrement corrompu, la présence d'officiers politisés et moins compétents et le manque de moyens. En Thrace, 3 armées bulgares tombent sur la première armée ottomane vers Edirne et Kirkilissé, pour converger en direction de Constantinople. Celle-ci déroule un plan d'invasion précis et l'armée bulgare démontre son efficacité opérationnelle sous les ordres du général Radko Dmitriev. Son système de chemin de fer autour de la capitale Sofia assure un déploiement efficace et rapide des troupes aux frontières. Elle est organisée en petites unités maniables, bien commandées par des officiers subalternes compétents. Elle utilise habilement sa cavalerie et son embryon d'aviation pour la reconnaissance. Et surtout, sa puissante artillerie fait des ravages sur le champ de bataille. Le 24 octobre, la première armée ottomane prend l'initiative et tente d'attaquer à la jonction entre la première et la troisième armée bulgare. Elle est très violemment repoussée, ce qui fait dire à Alexandre Milran, ministre français de la guerre, que l'armée bulgare est la meilleure d'Europe. Le 29, 100 000 Bulgares affrontent 130 000 Ottomans à Lulé-Burgaz, dans ce qui devient la plus grande bataille européenne entre 1871 et 1914. Les combats sont particulièrement sanglants. Au moins 40 000 soldats sont faits victimes. Les Bulgares l'emportent grâce à de violentes attaques à la baïonnette et à une puissance de feu supérieure. Cette bataille est extrêmement observée, on a environ 150 correspondants de guerre sur place. On peut en dire 2 grandes choses. Premièrement, c'est une victoire pour les partisans de la doctrine de l'offensive à outrance, avec des charges décisives à la baïonnette soutenues par une artillerie dense. En même temps, les taux de perte sont énormes, les moyens sanitaires sont complètement dépassés. Et ça va être le cas pour toutes les batailles des guerres balkaniques, ce qui préfigure parfaitement l'hécatombe de 1914. Le 3 novembre, 100 000 Bulgares mettent le siège devant la ville d'Edirne, ou Andrinople, fortifiée par des ingénieurs allemands et réputée imprenable. Des aviateurs bulgares lancent des grenades à la main sur la gare de la ville, ce qui est l'un des premiers bombardements aériens de l'histoire. Les Ottomans réclament alors un armistice, rejeté par le tsar Ferdinand Ier, qui envoie ses troupes saisir Constantinople. L'attaque est stoppée à quelques kilomètres de la capitale, les Bulgares étant épuisés par les combats et leurs lignes logistiques ayant dépassé leur capacité. Mais les forces ottomanes en Europe sont désormais coupées du reste de l'Empire, tandis que la marine grecque empêche tout envoi de renfort ou de ravitaillement par la mer Égée. Au nord-ouest, les armées serbes de Radomir Putnik avancent en Macédoine. Elles défont les armées ottomanes à la bataille de Kumanovo les 23 et 24 octobre. Sous le feu des mitrailleuses et la violence des bombardements d'artillerie, les soldats des 2 camps creusent rapidement des tranchées et des trous pour se protéger. Le moral supérieur des soldats serbes, mieux encadrés et bien plus motivés que leurs ennemis, se révèle alors un facteur clé
pour tenir et avancer sur un champ de bataille moderne. Après la défaite turque, les populations musulmanes paniquent et tentent de fuir. Le soldat serbe Dragoljub Radojković assiste à une scène de chaos. Le matin, nous sommes descendus à la gare de Kumanovo. Les Turcs capturés, les hommes, les femmes et les enfants, tout y était entassé. Les trains ne circulaient pas. Un train de marchandises était rempli de blessés et un autre de Turcs morts. Le sang coulait des wagons sur les rails. Après une série de défaites, l'ensemble des armées ottomanes reflue vers le sud. Au sud, justement, l'armée grecque se précipite vers la ville disputée de Salonique, avant qu'une division bulgare qui accourt vers l'important port sur la mer Égée ne puisse s'en emparer. Le 8 novembre, le gouverneur de la ville la rend aux Grecs. C'est un grand coup porté au moral des Ottomans. Le jeune officier Mustafa Kemal, mis au banc pour avoir critiqué son état-major, apprend avec douleur la perte de sa ville natale. Un jour, j'ai appris que mon berceau, Salonique, ma mère, ma sœur, mes proches et mes connaissances avaient été livrés à l'ennemi par ceux-là même, les dirigeants ottomans, qui m'avaient expulsé pour avoir dévoilé la vérité à leur sujet. Pendant ces mouvements de troupes, des atrocités sont commises contre les populations par les soldats de tous les côtés, aussi bien contre des chrétiens que contre des musulmans. Des troupes irrégulières lancent également des expéditions punitives contre les autorités locales musulmanes. Le soldat grec Stratis Mirivelis raconte une scène d'horreur. Tous les hommes du village devaient être exécutés. J'étais en face d'un vieux turc. Son visage de grand-père était meurtri. Il murmurait des prières et sa barbe soyeuse bougeait dans le vent. J'ai appuyé sur la gâchette et il est tombé dans la boue comme s'il avait été frappé par la foudre. Après les exécutions, nous avons mis le feu au village. Soudain, une foule en délire se précipite. Enfants et femmes libérés de la mosquée où nous les avions emprisonnés. Ils courent vers les cadavres en hurlant à la recherche de leurs proches. Ce souvenir vit et circule en moi comme un virus angoissant. Constantinople voit affluer des centaines de milliers de réfugiés et une épidémie de choléra éclate. La mosquée bleue ainsi que Sainte-Sophie se transforment en hôpitaux de fortune. En 1913, un nouveau coup d'État porte un triumvirat au pouvoir. Talaat Pacha, Djemal Pacha et Enver Pacha. Les trois pachas veulent absolument continuer le combat. Mais le 26 mars 1913, la ville imprenable d'Edirne et ses 60 000 défenseurs tombent aux mains des Bulgares et des Serbes après 2 attaques de nuit. Cette victoire décisive met fin aux hostilités et apporte un énorme prestige à la Bulgarie. Un correspondant de guerre britannique rapporte: une nation avec une population de moins de 5 millions d'habitants, un budget militaire de moins de 2 millions de livres par an, a mis sur le terrain, dans les 14 jours suivant la mobilisation, une armée de 400 000 hommes. En l'espace de 4 semaines, elle a déplacé cette armée sur plus de 260 km en territoire hostile, a capturé une forteresse et en a investi une autre, a combattu et gagné 2 grandes batailles contre la force armée d'une nation de 20 millions d'habitants, et ne s'est arrêtée qu'aux portes de la capitale hostile. Pendant le conflit, aucune des grandes puissances européennes n'intervient aux côtés des Ottomans, pas même l'Allemagne, avec qui elle a pourtant un traité d'assistance militaire. Le vieux continent se contente globalement d'observer et de respecter une espèce de neutralité armée. Aussi, l'Autriche-Hongrie se retrouve tout proche de déclarer la guerre à la Serbie lorsque celle-ci menace d'envahir l'Albanie et d'accéder à la côte adriatique, ce qui met à son tour la Russie sur le pied de guerre pour protéger son petit frère slave. D'autre part, Saint-Pétersbourg voit d'un très mauvais œil la Bulgarie s'approcher dangereusement de Constantinople qu'elle convoite depuis longtemps. Le 19 avril 1913, un armistice est signé et le 30 mai, le traité de Londres met fin au conflit et règle 3 grands points. Tout le territoire européen de l'Empire ottoman est cédé à la Ligue. La Crète passe également sous contrôle de la Ligue, puis rétrocédée à la Grèce. Une Albanie indépendante est créée et ses frontières sont fixées par les grandes puissances. Le traité ne règle pas le partage des territoires entre les États des Balkans. La Bulgarie se retrouve particulièrement frustrée par la situation. Elle obtient la Thrace mais pas Salonique et conteste le partage de la Macédoine largement passée sous contrôle serbe. Dès le lendemain du traité, la Serbie et la Grèce signent un accord militaire secret dirigé contre la Bulgarie et garantissant leurs frontières respectives.
Un autre point de crispation émerge entre la Bulgarie et la Roumanie, restée neutre dans le précédent conflit sous condition que les Bulgares leur remettent quelques territoires. Nicolas II intervient en personne pour forcer Ferdinand Ier à remettre la ville fortifiée de Silistra aux Roumains. Le tsar russe tente ensuite d'arbitrer diplomatiquement le conflit afin de ménager ses alliés slaves dans la région et offre une médiation, aussitôt rejetée par Sofia. L'alliance militaire traditionnelle entre la Bulgarie et la Russie prend fin. Tout au long des négociations, des tensions et escarmouches entre soldats bulgares, grecs et serbes ont lieu tout le long de la frontière. Le tsar Ferdinand Ier est mis face à un dilemme. Son état-major lui demande de soit démobiliser ses troupes et de risquer ainsi une perte de contrôle en Macédoine, soit d'attaquer immédiatement. Isolée, la Bulgarie choisit la voie des armes pour régler le différend. Elle dispose de la plus grande armée des Balkans et de 3 fois plus de canons que les Grecs et Serbes réunis. Ses succès éclatants ont démontré son efficacité et elle est pleine de confiance. Un petit peu trop d'ailleurs, d'autant que, face à elle, on retrouve également 2 armées aguerries et qui ont prouvé leur valeur pendant la Première Guerre. Une Première Guerre balkanique qui, d'ailleurs, vu l'intensité des combats, a largement épuisé les ressources de l'armée bulgare. Elle manque de munitions, d'intendance, de moyens sanitaires et de moyens de communication. Là où elle avait soigneusement organisé son plan d'opération contre l'Empire ottoman, elle se retrouve dans une situation inattendue et dans un flou total. Le 29 juin, sans déclaration de guerre préalable, le tsar Ferdinand Ier lance la première, la troisième, la quatrième et la cinquième armée à l'assaut de l'armée serbe pour les surprendre, tandis que la seconde armée doit tenir en respect les Grecs et s'emparer de Salonique. Le plan, totalement improvisé, consiste simplement à battre les Serbes au nord le plus vite possible, puis à se retourner contre les Grecs au sud. Mais celui-ci prend avant tout par surprise l'armée bulgare elle-même. Dans la précipitation, seule la seconde et la quatrième armée reçoivent leurs ordres à temps, tandis que certains soldats bulgares ne comprennent pas bien contre qui ils doivent se battre. Tout ceci donne le temps aux Serbes et aux Grecs de s'organiser puis de contre-attaquer. À la bataille de Breganica, les Serbes de Radomir Potnik stoppent l'offensive bulgare. Pendant ces 6 jours particulièrement sanglants, 300 000 soldats s'affrontent et 50 000 sont mis hors de combat. Le 11 juillet, après les victoires de Kilkis et de Doiran, les Grecs repoussent l'armée bulgare et font leur jonction avec les Serbes. La veille, la Roumanie est entrée dans le conflit aux côtés des Serbes et des Grecs. Son armée franchit le Danube sans aucune résistance, s'empare de la région convoitée de Dobroudja, puis avance vers Sofia. À ce stade, le seul ennemi des Roumains, c'est leur propre logistique. 6000 Roumains meurent dans l'avancée de maladies ou de malnutrition. L'aviation roumaine survole également la capitale bulgare pour lâcher des tracts afin d'informer la population du pétrin dans lequel les a mis leur gouvernement, ce qui est également une première dans l'histoire. Le 12 juillet, voyant les Roumains se balader en Bulgarie sans rencontrer aucune résistance, les Ottomans envahissent à leur tour les territoires perdus lors de la première guerre balkanique, dont Edirne. En avançant, l'armée turque perd également 4000 soldats d'attrition et se rend coupable de nouvelles atrocités contre les populations civiles locales. Voyant les troupes roumaines s'approcher très dangereusement de la capitale Sofia, le tsar Ferdinand réclame un armistice, qu'il obtient. Les Serbes et les Grecs sont tenus en respect par l'armée bulgare et la Russie fait pression sur la Roumanie et sur l'Empire ottoman pour cesser leur avancée. Au traité de Bucarest et de Constantinople, la Bulgarie remet Edirne à l'Empire ottoman, la Dobroudja à la Roumanie, une partie de la Macédoine et de la Thrace à la Grèce et à la Serbie. Les États sortent ruinés des 2 guerres balkaniques, et les pertes ont été énormes pour tous les belligérants. Les Ottomans ont perdu environ 100 000 hommes, 60 000 Bulgares ont perdu la vie, dont la moitié de maladies, auxquels il faut ajouter 110 000 blessés. Et les 2 guerres ont fait quasiment 150 000 victimes serbes. Tous les camps ont subi et fait subir aux populations civiles des atrocités, et les nouvelles frontières ont provoqué des mouvements de population qui ont grandement déstabilisé la région, sans pour autant résoudre les tensions entre acteurs. La Bulgarie, en particulier, entretient un énorme contentieux avec tous ses voisins, où vivent des minorités bulgares. Ces 2 guerres renforcent en outre un antagonisme, celui entre la Serbie, grande vainqueur de ces 2 guerres, et l'Autriche-Hongrie, où vivent de nombreux Serbes.
D'un côté, la double monarchie voit une nouvelle puissance émerger, soutenue par la Russie et qui agite les minorités slaves au sud de son empire. De l'autre, la Serbie en veut à Vienne de l'avoir privée d'un accès à la mer et de détenir sous sa poigne d'importantes populations serbes. Avec une situation aussi inflammable, la poudrière des Balkans reste prête à exploser à la moindre étincelle. Comme par exemple si quelqu'un venait à assassiner quelqu'un d'autre important au nom de principes nationalistes. Bon, c'est ce qu'on verra lors du prochain épisode. Merci à Cyberghost VPN d'avoir sponsorisé cet épisode. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour obtenir l'offre réservée aux abonnés, bénéficier d'une protection totale pendant votre navigation et un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour seulement 2,03 € par mois. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.